Bienvenue à ce nouveau numéro de votre opinion sur Canal Kin Télévision qui reçoit pour vous Arlette Odia Kachama, présidente de CEDUC, une structure qui évolue ici en République démocratique du Congo. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur Jacques. L'actualité est dominée en République démocratique du Congo par la publication du gouvernement de Sama Lukonde, le gouvernement dit des warriors, des guerriers. Et quelle est votre réaction à chaud? Alors, à chaud, après avoir suivi la publication du gouvernement dit de Warrior, nous sommes partagés entre deux sentiments. D'abord, le soulagement d'un côté et ensuite l'amertume. Soulagement parce que après une si longue attente, il fallait absolument qu'un gouvernement intervienne. Environ 60 jours. Voilà, vous savez que le peuple n'a toujours pas besoin de savoir qui est au gouvernement, qui ne l'est pas. Le peuple veut plutôt que ceux qui y sont travaillent pour son intérêt. Et en tant que CEDUC, nous appelons les nouveaux entrants au gouvernement de la République à bien vouloir travailler dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt du peuple congolais. Mais je disais aussi que le sentiment de l'amertume parce que finalement l'Union sacrée a clairement démontré qu'il s'élance dans la logique de l'arbitraire, que pour lui, il n'y a ni foi, il n'y a ni loi. Et dans ces circonstances, c'est très très compliqué de voir pourtant le gouvernement que le peuple attendait rencontrer les aspirations profondes de ce peuple-là. C'est un peu tout cela qui nous anime. Aujourd'hui, nous restons vigilants à voir comment la situation va évoluer. Alors, 60 jours environ pour avoir le gouvernement Sama Lukonde, 57 membres, c'est trop? Nous, on ne réfléchit pas dans les sens de la taille est quand même réduite. La taille, elle est réduite, oui, mais la taille, ce n'est pas du tout notre préoccupation. Notre préoccupation en tant que CEDUC, c'est que les gouvernements soient capables de répondre aux attentes du peuple congolais, soient capables à rendre aux Congolais ce que lui a donné aux gouvernants à l'issue des dernières élections. Et c'est ça, pour nous, la priorité. J'étais en train de dire que comment voulez-vous que dans les circonstances où tous les principes et les règles du jeu démocratique ont été pratiquement toutes foulées au sol, vous nous demandez de croire que les jours à venir seront meilleurs. Nous ne le pensons pas parce que CEDUC, d'abord en tant que structure de la société civile, milite pour la bonne gouvernance, milite pour les respects des règles du jeu politique. Nous sommes convaincus que tous ceux qui viennent d'être nommés ont bien entendu la volonté politique de pouvoir servir notre pays. Le Premier ministre se battra aussi pour mettre à leur disposition les moyens de leur politique. Mais entre-temps, nous pensons aussi que ce n'est pas seulement la volonté politique et les moyens techniques disponibles qui peut amener au développement d'un pays. Pour nous, nous pensons que le développement d'un pays est intimement lié au respect des règles du jeu politique. Mais justement, le respect des règles, c'est aussi la représentation de la femme. 14 femmes dans cette équipe gouvernementale, ça passe de 17 sous Ilunkamba à 27, soit 10% d'augmentation. C'est quand même bon. On sent quand même que les règles sont observées et respectées. Du point de vue de la représentation, de la représentativité féminine, il y a de quoi louer l'approche du Premier ministre en ce moment où nous passons de 17 à 27. C'est très significatif et c'est louable. Mais pour revenir dans ma logique de départ, c'est que pour la nomination d'un gouvernement, il n'y a pas que quelques règles à faire appliquer et pas d'autres. Autant qu'on a pu respecter, on s'est efforcé à se rapprocher davantage à l'idéal qui est d'abord celui de 30%, ensuite celui de 50%. On aurait voulu et du rajeunissement aussi, des rajeunissements avec voilà. 80% de nouveaux visages et puis des jeunes, la moyenne étant de 47. Oui, c'est ce que je dis, qu'il y a plusieurs principes qui entrent en ligne de compte. Certains ont été respectés, d'autres non. Or, l'idéal aurait été que
toutes les règles du jeu politique en la matière qui se jouent par rapport à la nomination d'un gouvernement soient respectées. C'est en cela que le citoyen congolais, et je dirais même les gouvernants, se retrouvent sécurisés. Je vous dis que lorsque nous pensons diriger le pays au mépris des lois, au mépris des textes, au mépris des principes fondamentaux des démocraties, en tout cas, croyez-moi, le développement n'est pas possible. Visiblement, c'est dû que vous représentez est sceptique apparemment. Nous sommes pas seulement sceptiques, mais surtout réalistes. Réalistes parce que nous sommes de ceux qui croient. Je crois l'avoir dit à d'autres éditions que notre modèle dans notre combat pour la bonne gouvernance est bien entendu Étienne Tshisekedi Ouamulumba. Celui-ci revenait toujours à dire que le développement dans un pays, il est lié à la stabilité du climat politique. Et la stabilité du climat politique dépend du respect des règles du jeu politique fait par les gouvernants. Et nous sommes là à croire, comme le disait Étienne Tshisekedi Ouamulumba, que si ces principes ne sont pas respectés, le développement n'est pas possible. J'aimerais que vous vous souveniez de ce que disait alors notre modèle lorsqu'il était question de la conférence nationale souveraine. Il disait que ici, nous venons non pas pour conquérir le pouvoir, non pas pour l'exercer, mais pour l'organiser. Et lorsque l'Union sacrée, d'abord les consultations ont été convoquées, pour nous avons pensé qu'il s'agissait d'organiser le pouvoir. Mais le temps qui s'est écoulé a clairement démontré qu'il était question de réorganiser les choses pour voir comment redistribuer les cartes politiques. Et pour nous, c'est passé à côté de l'objectif, à côté de l'idéal. C'est ce qui justifie notre scepticisme, mais je dirais bien notre réalisme. Mais finalement, on s'est séparé des Kabila, on a créé l'Union sacrée, on a intégré le MLC de Bemba, on intègre ensemble de Katumbi, mais les choses sont bien équilibrées, non? Non. Pour nous, ce n'est pas ça le problème. Pour nous, le problème est que lorsque une mandature commence, c'est là que toutes les règles du jeu sont définies. C'est là que se dégage une majorité au pouvoir, c'est là aussi que se dégage une opposition au pouvoir. Arrivé en cours de mandat, nous pensons que ça a été une inspiration, en tout cas une bonne, qui avait atterri, qui avait motivé le président de la République à pouvoir réunir les fils et les filles du pays autour d'une table pour pouvoir aboutir à une autre marche de la République. Mais malheureusement, elles ont été non inclusives. Elles ont marginalisé certaines formations politiques, mais qui sont aussi sérieusement représentatives au sein de l'Assemblée nationale. Nous avons débouché à ce que nous débouchons aujourd'hui. Mais lorsque Joseph Kabila, à l'époque, organisait aussi l'accord, les assises au niveau de la cité de l'OUA avec le facilitateur Edem Kodjo, il y a la classe politique qui avait levé les tons pour dire qu'il n'y avait pas d'inclusivité. Et cela avait donné lieu à d'autres assises, notamment ceux de la Cinco. Si cette inclusivité a manqué aux consultations du président de la République organisées entre le mois d'octobre et de novembre 2020, nous pensons que les mêmes causes risqueraient de produire les mêmes effets. C'est un péché originel qui demeure, selon vous? Absolument. Et ça va biaiser le reste. Absolument. Et puisqu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, nous continuons à appeler le président de la République à plus d'inclusivité dans sa façon de rapprocher les forces politiques, c'est-à-dire pour un climat politique apaisé. C'est-à-dire? Je vais y aller par des exemples très simples. Souvenez-vous de quand les élections pour le bureau de l'Assemblée nationale s'est tenues il y a quelques semaines passées. Nous avons vu le candidat Jean Kimbunda présenter aussi sa candidature. Vous vous souvenez de la raison du FCC. Du PPRD précisément. Vous vous souvenez de la raison qui lui avait été opposée, celle de dire qu'il ne fait pas, son parti ne fait pas partie de la majorité
parlementaire. Ça veut dire que dans la logique de l'Union sacrée, le PPRD se retrouve dans l'opposition. Maintenant, comment voulez-vous expliquer à ce jour que ce parti, considéré par vous comme faisant partie de l'opposition, ait des cadres au sein du gouvernement de la République? Mais c'est contradictoire, je dirais même que c'est ubuesque. Vous prenez l'article 4 de la loi portant statut de l'opposition politique. Il est clairement dit, en définissant l'opposition politique, ce sont les partis qui ne participent pas à la gestion de la République. Alors ce PPRD, qui est vu par l'Union sacrée comme un parti de l'opposition, mais qui a ses élus au sein du gouvernement de la République, comment, en fonction de cet article 4 que je venais de citer, vous allez continuer à considérer le PPRD comme étant de l'opposition? C'est tout cela qui nous amène à penser qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que le chef de l'État, comme garant de bon fonctionnement des institutions, ferait mieux de revenir sur sa logique. Alors, parlons du gouvernement. Quelles doivent être les priorités de ce gouvernement? Les priorités, c'est d'abord la sécurité à l'Est. Les priorités, c'est ensuite le vécu quotidien. Les besoins sociaux de base ne sont plus satisfaits dans ce pays. Nous continuons dans cette logique du paradoxe que pourtant le chef de l'État avait décrié dans son premier discours sur l'état de la nation, le paradoxe de voir un pays immensement riche, potentiellement riche, mais avec une population l'une des plus pauvres que compte le monde. Et tout ce paradoxe, mais ils doivent être brisés. Pour être brisés, il faut que soit mis en place une politique qui permette que ces mythes soient brisés. Et le souci est celui de voir les gouvernants d'abord se remettre en question, c'est très très important, et voir comment mieux conduire la politique de la nation. Mais est-ce que vous estimez en tant que CEDU que ces gouvernements de warriors, de guerriers, selon Tshisekedi, pourra bénéficier de la confiance populaire, d'autant plus qu'il y a des élus qui sont au sein de ces gouvernements. Est-ce qu'ils pourront gagner cette confiance de la population? L'avantage qu'a ces gouvernements, c'est que le peuple congolais est essentiellement attentiste. Le peuple congolais fait facilement confiance en ses gouvernants. Ça, c'est une qualité pour notre peuple. Mais le plus important est celui de se mettre dans les conditions de répondre aux aspirations de ce peuple. Parce que très vite, ils vous font confiance. Très vite aussi, ils sont prêts à vous vomir. Très vite, ils sont prêts à demander votre remplacement. On voudrait qu'avant que ce remplacement intervienne, que l'essentiel des aspirations du peuple soit rencontré. Mais évidemment, nous le savons tous, vous l'avez d'ailleurs évoqué, le pays va très mal, ça s'est dit à la cité. Est-ce que vous pensez que ces gouvernements pourra renverser la tendance, par exemple? Je reviens à ce dont je parlais. L'insécurité, mais est-ce que les choses peuvent changer? C'est vraiment dans tous les sens. C'est dans tous les sens. La dame qui pouvait autrefois acheter son bidon d'huile à 55 000 et le revendre peut-être à 60 ou à 65, elle est aujourd'hui en faillite parce que ce même bidon coûte 85 000 francs congolais. C'est très compliqué. Donc, c'est plus dans toutes les maisons à Kinshasa ou même à travers la République que les gens mangent chaque jour. Les élèves, ils s'en vont à l'école sans un petit pain dans le sac à manger pendant la récréation. C'est très révoltant. On ne peut pas parler des routes. On ne sait pas parler de l'électricité, de l'eau. Le pays, il est pratiquement par terre. Mais on espère que ça pourrait changer, que la donne pourrait changer, mais dans les circonstances que je venais de décrire, croyez-moi, il sera très très difficile
que le gouvernement vienne renverser la tendance. Évidemment, on reprochait le président Tshisekedi d'avoir partagé certains postes stratégiques avec son ex-allié, Joseph Kabila, et maintenant que le président, quand je dis le président, le camp du président de la République a par exemple l'économie, a les finances, a l'armée, à l'intérieur, la police, et peut-être les affaires étrangères, c'est Moïse Katumbi avec Christophe Lutundula ensemble. Vous pensez que maintenant Tshisekedi peut décoller sans trop de difficultés? Alors, j'aimerais accentuer sur un point très essentiel. Lorsque un politique arrive à une fonction, il y a deux choses qu'il poursuit, qu'il peut faire. D'abord, s'enrichir, parce que les postes politiques, ils ont des avantages en termes numéraires. Il y a aussi le fait de servir la nation. Ceux-là que vous citez, sont-ils au pouvoir pour remplir leurs poches ou pour servir la nation? Or, pour servir la nation, il faut en avoir les atouts, il faut en avoir l'expérience, il faut se faire entourer d'une expertise. Ces personnes-là, qui sont aujourd'hui à ces fonctions, ont-elles déjà fait des preuves dans quel domaine? C'est ça la crainte que nous avons aussi à ce jour. Arlette Odia, le problème d'expérience, oui, tout le monde a demandé les rajeunissements de l'équipe gouvernementale. Le chef de l'État a écouté, finalement, on a rajeuni l'équipe, et maintenant vous brandissez la question de l'expérience. Mais oui, absolument. On demande une chose et non, mais pas du tout. Lorsque le peuple a besoin du rajeunissement du gouvernement, il ne s'agit forcément pas de l'âge. Il s'agit essentiellement d'une autre façon de servir la nation. Parce qu'un enfant, il ne pense pas à faire du mal à qui que ce soit. C'est dans cette optique que l'on parle du rajeunissement. Mais dans les formations politiques, il y a aussi de formations idéologiques. Il y a des mécanismes mis en place pour préparer les militants à la gestion de la chose publique. Mais il faudrait quand même que toutes ces personnes qui aujourd'hui sont désignées aient fait dans une certaine mesure des preuves quelque part où ils étaient au sein des partis politiques. Est-ce qu'on a déjà entendu tel ou tel autre militant, même sans être au pouvoir, mais avoir mené une certaine étude sur une question donnée? Ce n'est que cela qui peut donner le droit à certaines personnes d'atteindre certaines responsabilités. Et le souci, c'est celui-là, de voir finalement que non seulement que les règles du jeu politique soient respectées, mais surtout que les personnes qui ont un background suffisamment étoffé soient placés à des endroits qu'il faut. Voulez-vous nous dire qu'avec ces 57 personnes, il y a un problème d'expérience qui se pose, il y a un problème de background qui dérange? Lesquels de ces ministres ne vous inspirent-ils pas confiance? Personnellement, je n'ai pas de choses spécifiques à reprocher à qui que ce soit, mais puisque c'est la nation qui est une valeur que nous partageons de manière commune, nous avons le droit de nous interroger d'abord sur le passé des personnes qui ont été proposées et probablement voir ce qu'ils pourraient apporter dans la vie de la nation. Dans tous les cas, le souhait est celui de voir notre pays décoller. Disons-le clairement, non? En amont, vous reprochez quoi au choix du président de la République pour ces 57 membres du gouvernement? D'abord, il a mal choisi, il y a des gens qui dérangent, il y a des visages qui... Non. Les problèmes n'est pas les individus. Nous sommes sur les principes. Les principes veulent que ce soit le parti, les forces représentatives au sein de l'Assemblée nationale qui constituent le gouvernement. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois, nous sommes prêts à le répéter, que déjà le Premier ministre lui-même n'est pas issu de la majorité parlementaire, au sens que son parti n'est pas une force représentative au sein de l'Assemblée nationale. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est que le Premier ministre propose au président de la République la nomination de certains élus du PPRD, de certains élus de partis qui ont été recalés pour, selon eux, ne faisant pas partie, pour la raison qu'ils ne feraient pas partie de la majorité parlementaire. Ça veut dire
qui sont considérés comme étant de l'opposition, mais nous les retrouvons au sein du gouvernement de la République. Par rapport aux règles du jeu politique, nous avons vu les personnes censées engager certains partis politiques du FCC par communiqué. Non. Les personnes censées engager le PPAD, je vais citer Emmanuel Ramazani Chadari, qui est le secrétaire permanent du PPAD, qui a fait son communiqué pour dire que le PPAD n'est pas concerné par le gouvernement de l'Union sacrée. C'est lui la personne censée engager le PPAD. Il est la personne censée envoyer les élus ou alors les mandatés du PPRD au sein des institutions de la République. Mais vous passez outre cette logique-là, mais pourtant, vous proposez au président de la République la nomination de membres de ces gouvernements. L'autre point, c'est que, comme je venais de le dire, les consultations du président de la République devaient tendre à organiser le pouvoir et non à les débaucher au sein de l'opposition politique et pousser de force ceux qui ne sont pas supposés être de l'opposition, remplacer ceux-là en opposition. Il y a un problème de crédibilité politique qui se pose. En tout cas, je peux le dire, mais vraiment sans crainte d'être contredit, que cela resteront le stigmate du régime du président de la République. Et nous, le souhait est celui de voir le climat politique être apaisé, les règles du jeu démocratique être respectées, les accords et la parole donnée être également respectés. Je pourrais oublier, heureusement que ça m'est venu à l'esprit, vous savez que l'actuelle majorité parlementaire dite Union sacrée n'a pas de charte. Et lorsqu'il n'y a pas de charte, personne n'essaie s'en tenir. Chaque acteur politique n'est face qu'à sa propre parole. Or, comme vous le savez bien, les acteurs politiques ne respectent vraiment leurs paroles que lorsqu'ils sont contraints par des textes. Donc, l'absence des textes constitue déjà pour nous de l'arbitraire, mais surtout représente une insécurité juridique, que ce soit pour le peuple que pour les gouvernants. Alors, nous avons un nouveau ministre de la Défense, peut-être nous allons chuter par là, le général médecin à la retraite Gilbert Kabanda, proche du président de la République. Les pays en proie à l'insécurité, ça on le sait, et puis on n'a pas besoin de dessins pour ça. Alors, CEDUC propose quel schéma, par exemple, pour résoudre la question de l'insécurité à l'Est? Alors, notre schéma est celui, d'abord, de bien étudier la question. Nous espérons que le choix du président de la République a été judicieux. Nous ne savons pas sur quels critères celui-là a été choisi et pas un autre. Déjà qu'il faut revenir sur le fait qu'au pays, aujourd'hui, il se confond le pouvoir discrétionnaire du président de la République et son intime conviction. La différence est que dans le pouvoir discrétionnaire est encadré par les textes, tandis que l'intime conviction, c'est lui et c'est qu'il pense être bon. Alors, nous estimons que le choix de l'actuel ministre de la Défense est basé et fondé sur le pouvoir discrétionnaire tel qu'encadré par les textes qui régissent la République. Et pour nous, il faut que la situation sécuritaire soit bien examinée. Le rapport mapping, souvent vous y revenez, qu'il soit examiné, que l'on veille sur, je reviens toujours à le dire parce que pour moi c'est ça la clé de voûte, sur la stabilité du climat politique. Quand le climat politique est stable, on sait facilement dénicher les personnes de mauvaise foi qui ne veulent pas que le pays se développe. Quand le climat politique est stable, ceux-là qui peuvent avoir l'intention de mettre des crocs en jambes auprès de gouvernants risquent de ne pas pouvoir le faire et c'est le Congo qui gagne. Nous voulons commencer à parler de la question de la situation de l'Est au passé. Il faudrait que ces femmes-là, qui ont pendant plusieurs années fait couler leurs larmes, leur sang, retrouvent cette fierté d'appartenir à la nation congolaise. Et le souci, c'est celui-là.
nous espérons que le ministre de la Défense sera bien à la hauteur de ses responsabilités. Voilà, Arlette Odia Kachama, je rappelle que vous êtes la dirigeante, pratiquement la présidente SEDUC, une structure de la société civile en République démocratique du Congo. Si je vous demandais de regarder le Premier ministre en face, de regarder le président de la République qui n'est plus en relation du genre FCC-CACH et avec ce nouveau gouvernement, tous ces ministres, quel serait le message de SEDUC? Quel serait le message de Maître Odia Arlette? Le message de SEDUC au président de la République, c'est celui de revenir aux fondamentaux. Parce que de plus en plus, son action s'éloigne des textes, s'éloigne des principes fondamentaux de démocratie, s'éloigne du respect des règles du jeu politique. Alors, on voudrait qu'il revienne au bon sentiment parce qu'il n'est jamais tard pour bien faire. Et notre message à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est qu'il a eu tort de désigner les élus du PPRD, qui est un parti pour lequel les dirigeants ont fait savoir qu'ils ne participeraient pas au gouvernement. C'est une entorse, ce sera une épine dans les chaussures de son gouvernement, ce sera un stigmate qui ne lui facilitera pas la tâche à coup sûr. Alors, il faudrait qu'il se mette lui-même, face à lui-même, à réfléchir comment réparer cette situation qui risque d'être chaotique et même catastrophique pour les jours à venir. Maître Arlette Odia Kachama, merci. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes avocate, vous êtes également présidente de SEDUC, structure de la société civile en République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité. Vous avez suivi cette intervention de Maître Arlette qui a des raisons, des choses à reprocher justement à cette nouvelle équipe gouvernementale de Sama Lukonde. Les programmes continuent sur Canal King Télévision. Au revoir.